fato, come debba mojo, poi rani tetto, mi rigenda mundo, jaten matina, la fatu dottor, e dinda mobe, mi rigenda mumbe, e matina tul, la fadi matu, zara, corno no gita, ya bir no gita, witcher no gita, suba fale ma, uku ilanto, dinkoral manganache, fatu hoko taranto, dinkoral manganache, fatu mata dottor, ay koral manganache, entambo taranto, dinkoral manganache, uku ilanto, dinkoral manganache, fatu hoko taranto, dinkoral manganache, fatu mata dottor. Voilà. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans mon nouveau numéro podcast numéro 5. Ce soir, j'ai l'honneur d'inviter un ami, un frère, un camarade qui se nomme Mohamed Baba Balde, juriste interne à Dakar. Oui, tu sais, toi, je ne vais pas te laisser te présenter, c'est moi qui vais te présenter parce que D'accord, je te connais d'accord, bien. d'accord. Avant toute chose, j'aimerais d'abord témoigner de quelque chose parce que quand j'ai eu mon bac et que je suis parti à l'université à Sansec, tu as été la première personne à m'avoir accueilli après Vocat. C'est normal, Vocat c'est frère. Toi, tu as été la première personne à m'avoir accueilli. Je pense, ticket resto. Et ça, c'est quelque chose que Merci. je ne peux pas oublier. C'est un plaisir. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir ici. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui suivent l'émission. Et voilà, de nous décliner ton parcours. Certes qu'on n'a pas encore de parcours, on est sur le chemin. Mais bon, de nous décliner quand même un peu ton curriculum vitae, ton CV. Merci beaucoup. Que du plaisir, hein, que du plaisir. Merci beaucoup, Ablaïba. Je crois que par habitude, je t'appellerai frère, quoi. Ce qui n'est pas en soi faux parce que on a, comme tu l'as rappelé, cheminé un peu ensemble à l'université. Moi aussi, je me rappelle, c'est des passages de flambeau quand j'étais à l'université en 2017. C'était ton grand frère qui m'avait accueilli à la porte de l'université. Donc, c'est comme ça, c'est de génération en génération. Et te dire aussi toute l'admiration, en tout cas, et la fierté que j'ai aujourd'hui de te voir, en tout cas, toujours progresser, que ce soit professionnellement, que ce soit académiquement parlant. Donc, merci beaucoup. Que de la gratitude de pouvoir m'exprimer sur ton podcast. Ce sera en tout cas un réel plaisir de discuter avec toi sur des thématiques qu'on a eu à décliner, qui sont plus ou moins juridico-sociales, malgré que le juridique soit en tout cas toujours social. C'est toujours difficile par contre de se présenter soi-même, où on tombe dans une modestie qui est un peu dégradante, ou bien on est laudatif de prétention envers soi-même. Donc, brièvement, ce que je vais te dire, c'est que moi, c'est Mohamed Baba Baldé. Je suis né à Dabo, au quartier de Gorol Baba Moulay. Donc, sûrement, bah, il y a des Poular, mais dans Nasaran, les Bengalasera Poular. Donc, Mohamed Baba Baldé. Voilà. Donc, Mohamed Baba Baldé, il y a Dabo, plus précisément à Gorol Baba Moulay Baldé. Puis Ibrahima Baldé et Salimatou Savali, Gorol Baba Moulay. Donc, voilà un peu. Quant au parcours, il est assez rapide, hein, comme tu l'as souligné. Mon parcours débute d'abord sur les bancs de l'école Babamoulaye jusqu'en 2010 où j'ai obtenu mon CFE. Puis au collège de Dabo de 2011 à 2014, ensuite le secondaire de 2015 à 2017. Et à partir de 2018 jusqu'en 2023, eh bien, j'ai fait mes humanités à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, où j'ai été orienté à la faculté des sciences juridiques et j'ai été licencié en droit des affaires, puis ensuite en master droit privé fondamental. Donc voilà, aujourd'hui je suis juriste interne, je suis toujours dans le cheminement, toujours apprenti juriste et toujours à la quête du savoir. Voilà brièvement en tout cas ce que je pouvais dire de moi-même, sans pour autant être très exhaustif. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de dire que j'ai un pote juriste, un petit avocat. Quitte à toi de ne pas faire des bêtises alors. Merci, en tout cas, c'est un plaisir. Tu connais, j'ai une fierté aussi envers toi, sur ton parcours.
Elle est partagée. qui Elle est m'a partagée. qui m'a beaucoup motivé quand j'étais à l'université, quand je suis arrivé. Je me rappelle ce jour, tu me disais, boy, ici, que Djande Adima, Djande, c'est que ça va Adima, donc, Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. alhamdulillah, on n'a pas eu de très mauvaise fréquentation. Il n'a pas eu de mauvaise fréquentation, mais en tout cas, alhamdulillah. Euh, on avait les week-ends, je me rappelle, on partait soit en salle, dans les salles pour réviser. Ouais, Parfois, moi, je dormais, je te laissais réviser. c'était le bon vieux temps, quoi. C'était le bon vieux temps. C'est quelque chose que je me disais vraiment, quoi. Parfait. Et faut te dire, les gars, à l'université, je rappelle que c'est comme une défense. Et, ça c'est normal. Ça c'est normal. Donc, c'est ça. Donc, comme tu l'as dit, on a décliné trois thématiques aujourd'hui. Et Ouais. c'est des questions juridiques que personnellement que je ne maîtrise pas, mais je pense que toi, en tant qu'apprenti, que tu pourras nous éclaircir. Peut-être que tu connais pas tout, donc tu nous expliqueras de ta connaissance, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que, voilà. Donc, je pense que le côté juridique, c'est assez important en tant que citoyen, pour tout citoyen, de connaître ses droits, de connaître l'importance des actes. Donc, sans plus tarder, comme on l'a évoqué sur la première thématique, c'était un focus sur, Le formalisme, hein. voilà, un focus sur le formalisme. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le formalisme? D'accord, merci beaucoup, mon cher frère. Je dirais qu'avant ça, peut-être tu me permettras de faire une petite digression et parler peut-être dans une certaine mesure de l'importance du droit dans la société. Puisque avant de parler du formalisme, avant de parler peut-être de la gestion foncière ou encore des droits élémentaires de l'individu, tout ça, en tout cas, c'est regroupé dans le cadre du droit de manière générale. Et ce qu'on nous dit de manière simple, c'est que le droit, eh bien, c'est l'ensemble des règles qui régissent la vie en société. Sauf que la définition ne peut pas s'arrêter là, parce que la religion aussi, elle est faite de règles. Tu vois, la morale aussi, elle est faite de règles. Et le but de la religion, c'est justement aussi eh bien, de régir le comportement des individus dans la société, en interdisant le vol, en interdisant de tuer un innocent, etc. Bon, qu'est-ce qui au final distingue le droit eh bien, de tous ces systèmes de régulation sociétale? C'est le fait que le droit a ce que l'on appelle un caractère coercitif. C'est que le droit, tu l'appliques, tu es en conformité avec le droit. Tu ne l'appliques pas, on peut te sanctionner immédiatement. C'est une sanction qui est immédiate, qui n'est pas différée. Contrairement à la religion, où quand, par exemple, aujourd'hui tu ne pries pas, eh bien, c'est ton affaire avec Dieu, c'est quand tu vas mourir, etc. Le droit, c'est plutôt une question de régulation immédiate. Quand tu n'observes pas les règles édictées pour le respect du bon ordre dans la société, eh bien, il y a un appareil juridique qui est mis en place qui va permettre de te sanctionner en d'autres termes. Donc, à partir de cet appareil-là, il y a de manière assez succincte ce que l'on appelle l'individu. De manière assez succincte, en droit, on va distinguer, on va te dire qu'il existe les personnes et les choses. Les personnes et les choses. Et dans les choses, on peut retrouver les biens, etc. Mais tout compte fait, il y a la distinction entre personnes et choses. Et le formalisme, l'important du formalisme, c'est quoi? Quand on parle de formalisme, on fait référence à ce que l'on appelle l'acte, c'est-à-dire de manière simple à un papier. Quand on parle de formel, quelque chose de formel, c'est quelque chose qui est identifiable, qui est matérialisable sur un support. Ce support-là peut s'agir d'un papier, mais aussi aujourd'hui avec le développement peut-être de l'informatique, il peut s'agir d'un support aussi qui peut être électronique, notamment par des mails, etc. Donc, quand on parle un peu du formalisme, on est en train de faire référence ici à tout ce système-là qui encadre l'édiction des actes qui sont importantes, que ce soit dans les rapports entre les individus, que ce soit aussi dans les rapports entre les individus et les choses. Parce que c'est deux choses qui sont un peu différentes. Et nous verrons que dans les rapports entre personnes et choses, le formalisme est différent que dans les rapports entre personnes et personnes. Parce que c'est les deux rapports que tu peux avoir. Soit tu as un rapport avec une chose, avec ton ordinateur, avec ton téléphone, avec ta maison, ou soit tu as un rapport avec, naturellement, une autre personne, qui peut être ton locataire, qui peut être ton employé, qui peut être ton apprenti, etc.
Donc, si on parle stricto sensu ici du formalisme entre personne et chose, on va là aussi distinguer faire une petite remarque. C'est que quand on parle de choses en droit, on distingue choses mobilières et choses immobilières. On entend souvent parler j'ai un bien meuble, j'ai un bien immeuble, parce qu'il y a une distinction à effectuer à ce niveau. Quand on parle de bien meuble, c'est beaucoup plus un bien qu'on peut déplacer. Tu vois, le téléphone, comment dirais-je, le vélo, la moto, ça c'est des biens qu'on peut déplacer facilement, qui peuvent se déplacer seuls ou qui peuvent se déplacer sous l'impulsion, en tout cas, d'une personne. Une personne peut déplacer les biens. Mais par contre, quand on parle de bien qui est immeuble, c'est un bien qui est caractérisé par sa fixité. C'est-à-dire c'est un bien qui est fixe, qui ne peut pas se déplacer soi-même et qu'on ne peut pas aussi déplacer. Par exemple, quand tu prends un immeuble qui est bâti aujourd'hui, c'est un bien qui est immeuble parce que tu ne peux pas prendre aujourd'hui ta case qui se trouve à Dabo et l'amener chez toi en France. Je suis sûr que si tu pouvais le faire, ce serait volontiers, tu l'aurais fait depuis longtemps. Voilà un peu la distinction entre bien meuble et bien immobilier. Maintenant, quand on parle de formalisme dans le rapport entre bien meuble et bien immeuble, il y a une différence radicale. C'est que quand on a un rapport entre une personne et un bien meuble, on part du postulat que pour prouver la propriété d'un bien meuble, il suffit de rapporter qu'on a sa possession. C'est le principe selon lequel, en fait de meuble, possession vaut titre. Ça veut dire que hande atami hunde ne gandiranta ko déplacerone han hunde ne gandiranta nde daraki wona hunde bande fixeran. Then le simple fait a jogi ma wadaran droit et une présomption en haut du ce qu'on appelle en fait de meuble la possession vaut titre. Donc si je te trouve en possession aujourd'hui d'un bien meuble, que ce soit ton téléphone ou ta machine, on parle de la présomption que naturellement le bien il t'appartient. Mais ça, c'est une présomption qui est simple, ce n'est pas une présomption qui est irréfragable. Le fait est que, naturellement, on parle de possession, ça va dire maintenant, qu'est-ce que la possession? Parce que dire qu'on a la possession d'une chose en droit, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire qu'on a l'animus, mais aussi on a le corpus. Quand on parle d'animus, c'est quoi? C'est l'intention de se comporter comme le propriétaire de la chose. Et par contre, quand on parle de corpus, c'est la détention matérielle, en fait, de la chose. Quand tu as ton téléphone entre tes mains, tu as la détention matérielle du téléphone. Mais par contre, quand on parle d'animus, c'est l'intention que tu donnes vis-à-vis des tiers. Tu te comportes par rapport aux tiers comme si tu étais le véritable propriétaire. Donc, ce sont ces deux éléments réunis qui font ce que l'on appelle la possession. Et lorsqu'on est en matière mobilière, on va partir du postulat que quand tu as la possession, eh bien, on va présumer que tu es propriétaire d'un bien. Donc, à cet effet, tu n'as pas besoin de rapporter un papier qui va prouver naturellement que tu es le propriétaire. Quand bien même, et ça je le précise, c'est que quand tu as une chose qui est mobilière, il est important d'avoir des papiers parce que ça va renforcer en fait la propriété que tu as sur la chose, en d'autres termes. Et cette présomption selon laquelle on fait de meubles possession vaut titre, ne vaut en tout cas qu'à l'égard des simples particuliers. Et la preuve, quand aujourd'hui tu conduis ta voiture et que tu as un officier de la gendarmerie qui t'arrête sur la route, il ne va pas partir du postulat que puisque tu es au volant et que tu conduis, eh bien tu es le propriétaire, il va te demander certaines pièces. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que au regard en tout cas des autorités publiques, pour renforcer ta propriété, en tout cas, tu es obligé d'avoir un titre ou disons un acte qui va attester que tu as la propriété. Et maintenant, comment avoir la propriété d'un bien? Ça, on va y venir. Mais pour ce qui concerne généralement des biens meubles, des biens immeubles, autant pour moi, des biens qu'on peut déplacer, en principe, tu peux acquérir ça par contrat. Par contrat, tu as un téléphone ça c'est un contrat de vente. Un téléphone ça c'est un contrat de donation. Est-ce que tu vois? Donc ça, à partir d'un contrat, tu peux avoir un bien ou bien à partir d'une succession. C'est-à-dire ton parent avait un patrimoine, Allah wadi murutima, joni jawri ke dini on peut donc mo be heban ko fora ok dego. Donc mo be hebi ko okagoran, il devient automatiquement propriétaire de sa part. Ça, c'est pour ce qui concerne les choses qui sont mobilières. Maintenant, quand on est en matière de choses qui sont immobilières,
on va constater que la loi va devenir beaucoup plus exigeante. Pourquoi la loi va devenir beaucoup plus exigeante? Parce que, en tout cas, dans nos coutumes, on a l'habitude d'accorder beaucoup plus d'importance aux biens immobiliers qu'aux biens mobiliers. On va considérer que la maison a quelque chose de beaucoup plus sacré, qu'un immeuble, un terrain a quelque chose de beaucoup plus sacré. Et donc, partant de cette logique-là, on va naturellement instituer un mécanisme de preuve pour ce qui concerne les biens qui sont immobiliers, qui est beaucoup plus sévère. C'est pourquoi, en matière immobilière, on ne va pas partir du postulat que tu te trouves dans un immeuble, l'immeuble t'appartient. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Parce que tu peux être un simple locataire. Donc, en ce moment, l'immeuble ne t'appartient pas. Mais lorsqu'on est en matière immobilière, il faut noter l'existence obligatoire d'un titre de propriété. Pour ce qui concerne en tout cas les maisons, il faut un titre de propriété qui va attester que tu es le véritable propriétaire le petit propriétaire de la maison. Donc quand on va avoir à parler de la gestion un peu foncière, on va voir quels sont les dessous qui encadrent un peu la gestion foncière, quels sont les titres fonciers qui existent. Mais en grosso modo, il faut retenir que pour ce qui concerne en matière immobilière, pour que tu puisses dire que cette maison m'appartient, il faut un titre de propriété. Et ce titre de propriété, c'est pas la délibération, c'est pas l'acte de cession, c'est pas tout ça. C'est un titre qui est délivré par une autorité administrative qui te confère en tout cas un droit réel. Et ce droit réel-là, c'est soit un bail, c'est un contrat de bail que l'État te donne sur une parcelle déterminée, ou bien soit c'est un titre foncier que tu as sur une assiette foncière bien déterminée. Donc ça c'est un peu, si en tout cas tu as des interpellations par rapport à ça, tu peux m'arrêter et on peut prendre des questions ou bien éclaircir davantage, ou bien on peut continuer. Je pense que c'est mieux qu'on continue. Après, peut-être si on a des questions. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, moi, c'est tous les actes sur l'état civil. Oui, on viendra sur l'état civil. On viendra sur l'état civil parce que là, j'étais en train de parler du rapport entre la personne et les choses. Et maintenant, quand on parle plutôt de rapport entre personne et personne, entre toi et moi, on va constater que déjà, pour ce qui concerne moi, intrinsèquement à ma personne, le droit exige un certain nombre de formalismes qui doivent être accomplis à ma personne. Et ça, depuis la naissance, autant pour moi, en passant par le mariage, en passant par l'adoption, si j'adopte un enfant, en passant par un certain nombre d'événements, de faits juridiques que la personne peut en tout cas avoir à rencontrer dans sa vie et auxquels la personne astreint une obligation de formalisme qui est obligatoire. Ah, voilà pour le plan. Afami, hoko miirani masalan manam neɗɗo a partir de ñande kala mo woda ha ñande kala ne mo mayra woodi ɗi gandiranta laamu wiyoyo si a waɗiɗi tan obligatoirement aɗa foti tamde kayrol bangol pirolngol ma hunde nde a waɗinde hande on si a falama hollirde ɓiɗɗo ma o wodama tel jour tan ko extrait de naissance gaddara hoole Ouais. a falama hollirde o aɗa marian en tout cas ti e marié ta wona ko wiide takku suuf ko mbaɗɗa ko marié a adda ko wiide certificat de mariage. Tu vois hande o si ko tawi ko gorol gonɗa wona dans le centre walla ko atiyara adda ko wiide certificat de résidence hoole hande si tawi neɗɗo mayira officier d' état civil il faut hokkirde ko wiide permis d'inhumé wona autorisé pour gubbeɗa wona maya tan mbaɗeɗa no ɗumani ni kese kese. Voilà, Sénégal, voilà d'abord des permis que bah, ou là, non, on va pas dire non. C'est prévu par la loi pourtant. C'est prévu par la loi, mais on doit respecter ça parce que la loi aussi elle prend en compte la géographie ou la localisation où on est. Parce que imagine-toi dans des villages des reculés, tu m'as parlé de nombre de Mais le personnes. souci, c'est qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne l'organisation, en tout cas de l'état civil, elle est organisée de telle sorte que le village le plus reculé même est sous le contrôle d'un état civil, qui peut être soit un centre principal ou un centre secondaire. Souvent, dans les communes, tu as un centre principal, etc., qui est un centre principal qui est dirigé en principe par le maire ou par l'adjoint du maire ou par un fonctionnaire qui est payé. Mais excuse-moi, hein, on parle de mairie ou de commune, mais on sait tous que dans la plupart de ces villages, comme on le dit, les maires ne sont toujours pas présents.
La Mhm. mairie, il n'y a personne, donc imagine-toi, donc les gens n'ont pas ce temps-là. Après, moi, je comprends que c'est la loi qui l'a établi. Tu parles d'un fait juridique. Ça, c'est tout à fait normal parce que c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc. Oui, Tu ne peux pas le changer. Mais moi, je te dis, parce que parfois aussi, la loi prend en contexte. C'est pour cela qu'il y a la jurisprudence, oui. n'est-ce pas? Mhm. C'est pour cela que je te dis, peut-être qu'il y a dans certains endroits, on ne peut pas Mhm. une commune. Je pense même pas que, par exemple, dans la commune de Dabo, on a une commune, Mhm. et qu'il y ait une fois une autorisation de sous Ouais, permis d'inhumer, quoi. Permis d'inhumer. il y ait une demande de permis d'inhumer. Tu vois? Mhm. Oui. Donc, c'est pour cela que je dis, c'est dans le contexte aussi. Tu sais, la vocation des textes, c'est de prévoir tout ce qui peut apporter une certaine organisation harmonieuse dans les rapports au sein de la société. C'est ça les vocations des textes en droit. Et maintenant, quand tu as des textes, il va sans dire qu'il y aura toujours, en tout cas, une certaine, disons, aporie, une certaine distance entre ce que le texte libelle stricto sensu et la réalité qui est effective dans le terrain. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais n'en demeure pas moins que quand une obligation est instituée par un texte, il faut veiller à naturellement respecter ces dites obligations. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand vous ne respectez pas cette obligation, on peut vous laisser. On ne va pas dire que, par exemple, toutes les personnes qui ont été enterrées en Dabo sans un permis d'inhumer, tu vois, on va les exhumer, etc. Non, on ne va pas le faire. Mais sauf qu'arrivera un jour où, par exemple, une personne voudra accomplir certaines démarches administratives et on va lui demander, eh bien, cette personne-là, elle est décédée quand? Où est le permis d'inhumer? Où est le certificat de décès? Ouais, ça, Suppose, c'est vrai. voilà. Donc, supposons qu'aujourd'hui, tu veux avoir un jugement d'hérédité et tu n'as pas fait établir un certificat de décès, c'est impossible. C'est pas possible. La D'accord. loi ne pourra pas te donner, le juge ne pourra pas te donner un jugement d'hérédité pour dire que Kariel Baïmaï, ko o et o mo acci ɓiɗɗo debbo mo acci ɓiɗɗo gorko mo acci debbo première mo acci debbo ngabiro etc. ɗum ko juge woro ɗum halle. Ouais, en depuis l'année, au début, premier, début, deuxième, tu es polygame, quoi. Je sais pas, parce que je suis pas marié. Mais ce qui est important, c'est que le juge ne pourra pas te donner un jugement d'hérédité si tu n'as pas un certificat de décès. Car tu es polygame ou pas? Tu vois. Donc, quand on parle de rapport, moi, je suis pas marié, je suis célibataire. Je peux pas être polygame parce que les statuts de polygame, c'est au moment du mariage, quand tu te présentes auprès de l'officier d'état civil, que tu vas lever une option. Tu vas dire, je suis polygame, monogame, polygamie limitée, etc. Ok, bon, je pense que Maintenant, quand on parle de l'état civil, tu me permettras un peu de préciser certains trucs qui sont toujours intéressants par rapport à l'état civil et surtout par rapport au formalisme. C'est que quand une personne vient au monde, la naissance, parce que la personne acquiert des droits, pas au jour de sa naissance. En droit, la personne acquiert la personnalité juridique dès la conception a faami ko ɗum waɗi ha neɗɗo si ono neɗɗo si woni reedu ñakki reedu mum jomum o waɗe emprisonné pour avortement etc. Parce que la personne en fait c'est pas la personne qui vient au monde physiquement qui acquiert des droits, c'est la personne qui dès la conception peut acquérir des droits. Est-ce que tu vois? Donc, dès que la personne vient au monde, la loi te dit que tu as l'obligation de déclarer dans le délai d'un mois, 15 jours, auprès de l'officier d'état civil, que tu as un enfant et que tu aimerais avoir une. l'explication, moi, t'en expliqué, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux l'expliquer en poulard? D'accord. Aussi, neɗɗo heɓanama bobo an loi yo ano tami appu lewru e lebbi un mois 15 jours a faami lewru voilà lewru e balɗe sappo e joyi Wow. a faami hakkunde on diwan lewru e balɗe sappo e joyi woni an yo woni an baba oyo woni mirawo baba oyo woni nene oyo woni mirawo nene oyo woni sage femme oyo woni médecin centre ɗo mbaɗɗa accouché oyo puis wawa yaade ɗo officier d' état civil ɗo wiyamo yo kaari en heɓanama bobo minen paanamo wonne kaydi a faami hoosi yawri appu
lewru e balɗe sappo e joyi tan ha joni a wawa ruttade officier d'état civil mbiyamono mo wannuma kayrol jibinande kono pour mo hokkama kayrol jibinande il faut ko gadda preuve ko a heɓanama ɓiɗɗo par ce que appu ono wiide lewru e sappo e balɗe sappo e joyi de ko appu mo gandiranta e raɓɓini seeɗa donc du coup a wawa wiide saare nde walla yimɓe ɓe gandi ko kaari en heɓanama bobo joni an si a faɗi hirande a halloyani officier d'état civil o a heɓanama bobo an en ce moment hono wiide loi o wiyomayo ko a addora seedeɓe ɗiɗo addora seedeɓe ɗiɗo ɓen seedeɓe ɓen a addoraɓe ɗo jahono officier d'état civil to mairie ɗo ɓen mbaɗa attesté ho a heɓanama bobo on sumande officier d'état civil o wawama wannude kayrol. Ça, c'est le formalisme de la naissance. De même que le décès aussi, c'est pareil. C'est la même procédure. Quand une personne est décédée, au moins 15 jours, famille, le balde sa poy du, jom wawa yaade heba kayrol. Diri non dañ ko adda seedebe di do. Si tawi non ko affaire mariage. Yimbe ñano ganduda ro meden tawani kayrol mariage. Wawa be kondude. C'era la che c'era. La papier mariage. La papier mariage. Ah bon, d'accord. Encore, yagar ngata karani quoi, d'accord. Ce qui est important, c'est que yimɓe poti andude ko mariage ko sifaji ɗiɗi ngodi selon la loi. Mariage civil, mariage coutumier. Ko woni mariage civil? Mariage civil woni ala mbumba an o e debbo maɗa o e mo be addora seedeɓe ɗiɗo jahondire to mairie o wi o marodiri officier d'état civil wiya o marodiri a faala a watta scène a faala a invitera hay goto a fiira makko a watta hay hunde an andu a heeɓi debbo loi o wi o mariage civil mbaɗɗa enen to meɗen ko mariage coutumier watte un mariage qui est coutumier ko woni mariage coutumier joom o waɗano mbowre wadde ɗum waɗa noon on suman si joom haaɗi ɗon tan wiye joom waɗi mariage coutumier non ɗum ɓura ene anani onon mbowren wadde o aɗa ɗoyama debbo am a pari a joɗɗinanni mo muure mo adde bawɗi piye ñaame debbo adde e jamba mo jooɗo wiyera bimbi mo yiino a faami mo salminoya pari wiye kaariyel mari debbo hone wona noon mbowren wadde si a haaɗi ɗon tan ta a yahande officier d'état civil mbiyoya officier d'état civil o mi heɓa mi hono wiide mi joɗɗini mi heɓi debboral an ko mariage coutumier non constaté mbaɗɗa a faami jooni ko ɓuri wadde sûr et après mi haalnoma ko ɓuri wadde sûr holko si joom o mari han a mari a waɗi pinnumma mo mbowɗen wadde oran folklore o pi a waɗimo an a yiɗi an poroɗa yontere ngam minen e jaharo officier d'état civil mbiyamo yontere ñawrunene min mi mari debbo gaddora seedeɓe ɗiɗo mo ɓe addora seedeɓe ɗiɗo won debbo o woni gorko a faami kono noon si tawi debbo o ko moins de 16 ans heeɓi an ɗum après il landi autorisation parentale il faut que normalement gorko baba debbo o tawe et cetera quoi donc du coup c'est comme ça que tu vas régulariser le mariage qui est coutumier. Maintenant c'est quoi le danger Ablaye Ba? C'est que quand tu es marié et que tu n'as pas de papier, en fait la loi te dit que ton mariage est valable, mais il est inopposable à l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mariage loi on valide, mariage loi valide. Kono minen pouvoir public, kala ko woni sengo État, kala ko woni hande par exemple couverture maladie universelle pour une famille, en aura de bénéficier d'eux. Parce que ton mariage nous est inopposable. Minen administration mais ganda mariage mara. Donc c'est ce qui signifie le mariage est valable mais il est inopposable à l'État. Afami. Osman dimbe mudu woni odo woni ho hande neddo ro mede enen do mede si jomo dalta debbo an ta yomo dalta ni debbo ko wiide mi tottima kongol wono wiide Osman debbo hora mi tottima kongol debbo tottima dare mane Osman pari adal timbo joni o anandi a mayira on debbo iwi tammi droit ara wiya an ko debbo mara mo wonno te loi waɗa reconnaître ho effectivement ko mo debbo maɗa jawdi ndi goppuɗani mo tawre e peccereɓe à condition que mon tawi certificat de mariage
C'est ça. Maintenant, c'est ça un peu le dilemme. Ce qui veut dire que maintenant, quand toi tu te maries, Hande a marié de bo à la certificat de mariage, là, tu ne peux pas divorcer, jamais. Tu ne peux jamais divorcer. Une personne qui n'a pas de certificat de mariage ne peut pas divorcer. Mais pourquoi maintenant les tribunaux là sont voilà des divorces sur des personnes qui n'ont pas de. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Si, j'ai un pote à moi, Oui, au Sénégal, j'ai été son nom, qui a oui, divorcé et récemment, oui. le divorce a été prononcé au niveau du tribunal de Kolda. Et Non. ça, je ne comprends pas. Un divorce est toujours judiciaire. C'est-à-dire que hande si a wiyani, ça c'est la logique même. Si a yeyi a yoyi juge mi no mawdirno e kaari, ah, parce que divorce aussi, tu vas soulever une cause de divorce. Avant mi loi e wiyo ko ɗum mbawna wiide ɗo ñaawo woro demo wawma wiide awa d'accord ɓay ko ɗum mbiɗa mi d'accord a serti e debbo maɗa o ɓay o nantodirani walla ɓay a toppirakimo walla ɓay mo joɗaki ɗo galle maɗa o mo yiiɗo yinade etc. A famille. Mais donc, c'est pas possible si tu ne rapportes pas un certificat de mariage. C'est pas possible. Le divorce est toujours judiciaire. Moi, je te dis, Oui, je te parle en connaissance de cause. oui. J'ai un pote à moi Mhm. qui a divorcé récemment, Mhm. prononcé au tribunal de Kolda. Mhm. Aucun, aucune attestation de mariage ou aucun certificat de mariage. Mais ce que tu dois savoir aussi, c'est que Hande, toi, tu peux te marier avec une femme. Par là, de divorcer. Voilà, mon frère va divorcer. Mako mo yaha tribunal, mako rambo wawi ɗaɓɓude certificat de mariage tribunal. Après, on va introduire le divorce. Ah bon? Si? Je pensais que certificat de mariage, il fallait qu'il y ait que la présence d'une femme. Non, quand tu veux avoir un certificat de mariage, supposons un marondrier goɗɗo duuɓi ɗiɗi duuɓi tati, on mbaɗano certificat de mariage. Joni hande aɗa faala certificat de mariage par ce que ko ɓeeran keɓa certificat de mariage pour mbawa waɗ divorcé. Onon mbatta il faut ñaha officier d' état civil mo hokkama ko wiire certificat de non inscription. Manam a yehi certificat a yehi officier d' état civil tan mo udira livre aji makko ɗi moya a mi ɗaɓini pi livre aji ɗi kono min mi yanno mariage hakkude Manguel e ono wiide hakkude Ablaye Ba e Kariyel a faami. Donc mo hokkama certificat de non inscription. On certificat de non inscription ko on battita e photocopie légalisé carte d'identité maɗa o e carte d'identité gorko maɗa o a faami yaha déposé ha tribunal mbiya ɓe o min marodirano telle date kono noon mi heɓano wadde certificat de mariage a faami officier d' état civil o ɗaɓiri wi o yiyani certificat de mariage o ini tan certificat de non inscription momo okki kam o tribunal waɗi étudier dossier ma ora hokka jugement wiya jugement d' autorisation d' inscription hokka jugement wiya mi waɗi joni ordonné officier d' état civil o nomo yetta nomo rutto livre aji makko o mo winda à la page telle à telle date que Ablaye Ba et Kariel effectivement maron jeyi. Donc officier d' état civil rutto no livre aji makko o winda ɗum simo windi ɗum tan on suman c'est comme si mariage ma mbaɗɗo duuɓi tati mo heɓanano kayrol o mo heeɓi kayrol joni joni a wawa wadde divorcé. D'accord. Tu vois. Ouais. Oui. Maintenant, est-ce que on va expliquer un peu l'importance de l'acte de naissance Oui. et l'acte Oui. de décès? Parce que je La- pense que l'acte de mariage, ça a été clair, je pense qu'il l'a dit. D'accord. Pour ce qui concerne l'acte de naissance, en fait, c'est la base, quoi. C'est la base. Parce que tu peux même pas te marier sans pour autant avoir un acte de naissance. Qui peut, en fait, la personne existe dès qu'au moment juridiquement. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux démontrer que tu as tel âge, toi, tu as une carte d'identité nationale. Tu peux exciper ta carte d'identité nationale pour dire que j'ai tel âge. Mais cette carte d'identité nationale-là, tu l'as obtenue comment? En déposant un certificat de naissance. Donc, ce qui veut dire que si tu n'avais pas de certificat de naissance, tu n'aurais pas pu avoir une carte d'identité. Et celui qui n'a pas une carte d'identité ne peut pas avoir une nationalité. Celui qui n'a pas une nationalité n'est pas sénégalais. Si tu n'as pas la nationalité sénégalaise, tu es juridiquement, tu n'es pas sénégalais. Enfin, bon, à la nationalité sénégalaise, on aura envie de lui comme sénégalais. Ah bah, quand il n'y a pas. Parce que quand tu as une identité selon les. Beaucoup de gars, ils ne sont pas des Sénégalais. Parce que, Comme des gars sénégalais.
parce que quand on démarche administrative, à l'artisanat démarche du vote, souvent, mais là, nationalité. Tu vois, parce qu'on certifie en nationalité, on va témoigner effectivement au plan juridique, carrière, qu'au Sénégalais. Tu vois, il n'y a pas une autre pièce. La pièce d'identité, c'est juste l'identité. Et la preuve, tu as là-bas nom, prénom, numéro, etc. Mais c'est effectivement le certificat de nationalité ou la nationalité qui va démontrer clairement que tu es sénégalais. Donc si tu n'as pas ça, tu n'es pas clairement sénégalais. Donc, en résumé, tu es en train de dire que Oui. une page, quel document, Voilà. d'identité, Voilà. En fait, football ko yide football manam kayrol jibinande ko football kala kayro balera heboyde ko be gadda kayrol jibinande. Malheureusement, surtout notre secteur là-bas, Mhm. des jeunes CM2, Mhm. en classe de CM2 et en garde. Effectivement. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en CM2, tu es dans une classe où tu dois avoir un diplôme qui est reconnu au niveau national, le CFE. Donc, du coup, obligatoirement, l'État est obligé de connaître est-ce que toi, tu as tel âge, etc. Donc, nous, l'État, il faut que nous ayons des problèmes, kayri jibinande di pudde arde wiye kariyel ala kayri jibinande walla kariyel tami kayri jibinande mais numéro makko e okka goddo. Bah, voilà, est-ce que pour talent, tu peux un peu nous éclairer ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens Oui. qui ont été éliminés, mais numéro non, au cas où le numéro est éliminé. Ok. Tu me donnes juste 30 secondes, moi, je branche la machine. Juste 30 secondes. Sanga fon kale hore mun e debbo ko subade hebat fon kale hore mun debbo ko niide wara fon kale hore mun fatou mata fonni. Oui, d'accord. Alors, souvent, ça peut être dû à une erreur matérielle parce que toute personne peut commettre des erreurs. Erreur matérielle, ça peut arriver. Un officier d'état civil peut aujourd'hui, par erreur, donner mon numéro de registre à une autre personne. Tu vois, ça c'est une erreur matérielle. D'autre part, ça peut être dû à un phénomène de fraude. Ça peut être dû à de la fraude. Est-ce que tu vois? Et là, ça devient dangereux parce que ça corrompt en tout cas un fichier qui est fondamental dans le cadre de la reconnaissance des individus, à savoir l'état civil. Tu vois. Et récemment, on a entendu dans le débat public sénégalais certains politiciens qui disaient que voilà, les officiers, comment dirais-je, l'état civil au Sénégal, c'est du n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui achètent des papiers, etc. Donc, Je vais raconter une anecdote de comment raconter. Par exemple, oui. Dans une commune à Kédougou, Oui. le mec qui travaille à l'état civil, il n'est pas, son instruction, son niveau d'études n'est pas aussi élevé. Mhm. Il arrive parfois que certaines personnes aillent chercher des actes de naissance, Mhm. qu'ils voient qu'il y a erreur au niveau de l'acte. Mhm. Ce qu'il fait, Mhm. c'est que Brogan Blanco ou bien quelque chose, en tout cas, pour essayer d'effacer ça vite fait, D'accord. d'essayer de rectifier les erreurs. Est-ce que ça c'est quelque chose? Ça c'est de la fraude. Il y a ce qu'on, tu sais, ça fait partie de ce qu'on appelle l'identité de l'individu. Que ce soit ton nom, ton prénom, ton âge, ton état civil, ça c'est ton identité. Et tu vois, et pour protéger l'identité, il y a ce qu'on appelle l'infraction de l'usurpation d'identité. Une personne qui prend tes coordonnées, qui permet de t'identifier au plan civil, eh bien, cette personne-là, elle commet ce qu'on appelle une infraction et on peut la sanctionner pénalement, même pas civilement, mais pénalement. Donc, c'est ce qui est un peu dommage, c'est un peu ça, mais comme on aurait dit que si tu as un numéro tu peux faire deux choses. Tu peux agir en rectification matérielle que tu vas faire, tu vas avoir un signaler officier d'état civil au numéro registre au cas. Donc du coup, l'officier d'état civil, tu sais, l'officier d'état civil, il est contrôlé par le président du tribunal d'instance. Le président du tribunal d'instance doit effectuer au moins
une fois par an une visite au sein de tous les centres d'état civil. Est-ce que tu vois? Donc, ce qui veut dire que si toi tu constates aussi qu'il y a une irrégularité dans ton état civil, tu peux faire une requête. Une requête, c'est un acte de procédure. Hein. C'est un peu compliqué de m'expliquer, mais en tout cas, c'est un acte de procédure qui va te permettre de saisir le président du tribunal pour lui dire que hande mi mboɗaɗo daabo miɗo tami état civil mo gandiranta o yahani lawol parce que ni mo ɗokka goɗɗo etc. miɗo ñaguima mbaɗa rectifier état civil amour. Donc lui, il va rendre une ordonnance, tu vois, et il va demander à l'officier d'état civil de rectifier. Maintenant, autre chose à dire, c'est que pour ce qui concerne les phénomènes de fraude, tu sais, l'officier d'état civil, il encourt une responsabilité qui est pénale. Il encourt une responsabilité qui est pénale. Donc, du coup, c'est des situations à ne pas prendre à la légère parce que ça peut conduire à des peines qui sont privatives de liberté. D'accord. Ok. Voilà. Je pense que c'est notre point de vue. Ouais. Vu que le temps nous est compté. Ouais. Alors, j'avais nécessaire de partager certaines informations, toujours par rapport au formalisme. Vous savez, la loi aussi te dit que quand tu as une transaction qui dépasse 20 000 francs, il faut obligatoirement faire un écrit. Obligatoirement faire un écrit. Ça, c'est obligatoire et c'est l'article 14 du COCC qui te le dit. Il doit être passé par acte devant le notaire ou sous seing privé de toute convention dont l'objet excède 20 000 francs. Donc, hande si carrière a ñawli carrière kane pour 20 000 francs ra wakkayrol baɗongol hol kollirongol wa ñawli carrière hono mawrangol wadde si tawi ano ɓatti jangguɗo walla mawaɗoma windande karongol tan on mo windana magol. D'accord, donc je vais essayer de reformuler ça. Hande si goɗɗo a ñawla monikale ko ɓuri francs wat feere heɓa firnde manam voilà e kayɗon comme ça, je pense que les deux parties doivent signer, non? Oui, parce que c'est ça. Si contrat de prêt ou contrat de prêt. Donc, tu vas préciser l'identification des deux parties, l'objet du contrat qui consiste à prêter une somme d'argent, l'échéance à partir de laquelle la personne à qui on a prêté de l'argent est obligée de payer, les modalités de paiement, est-ce que la personne va payer par tranche, etc. Si la personne ne paye pas pendant une échéance, qu'est-ce qui va lui arriver? Tout ça, tu vas le prévoir dans le contrat. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est un peu difficile de l'expliquer parce que c'est de la technique un peu contractuelle. Voilà. Et en tout cas, surtout, restons sur ça, sur la location. C'est dangereux de louer. Ko bone mawɗo luwa neɗɗo suudu par exemple luwa mo suuduro meɗen wonata waɗani contrat de bail ɗum ko danger mawɗo. D'accord. Ouais. Merci en tout cas pour cette présentation. Mais vraiment c'est un escroc parce que à Tiaha, les 30 000 que tu me devais là, les 30 000 que tu me dois là, malheureusement tu n'avais pas fait d'écrit. Il n'y a pas de souci. Allah win. D'accord. Alors, je pense que seulement sur le formalisme, on pouvait faire 1 heure de temps, mais on est tenu par le temps et on va aborder peut-être aussi l'organisation un peu foncière au Sénégal, n'est-ce pas? C'est ça que je voulais basculer sur ça, le foncier et son organisation au Sénégal. Le foncier. Oui, plus particulièrement, moi j'aurais beaucoup aimé qu'on parle sur le foncier au niveau local. Au niveau local, d'accord. D'abord, primo, ce qu'il faut comprendre sur le foncier, il n'y a pas de foncier local. Le foncier est organisé au plan national. Il est organisé comment? Il est organisé en 3 domaines. Le Sénégal, non. Je rappelle que foncier est unique. Leydi, voilà, leydi. Woni kala ɗo leydi woni foncier. Awa kala leydi ɗo woni e nder Sénégal. Si ndi tawa ka ɗo wiire domaine national yo, ko ndi tawa ɗo wiire domaine de l'État. Ndi tawa ka domaine de l'État yo, ndi tawa ɗo wiire domaine des particuliers. Ce sont les 3 assiettes foncières au Sénégal. C'est le domaine national, le domaine de l'État et le domaine des particuliers. Est-ce que tu vois? Maintenant, puisqu'on est tenu par le temps, si on vient, nous, au plan local, parce que aussi l'organisation sénégalaise, l'organisation administrative du Sénégal est en tout cas rythmée par un processus de décentralisation.
Ce qui fait qu'en 2013 même, on a adopté un code général des collectivités locales avec la communalisation qui est intégrale. Donc, ce qui veut dire qu'on a confié des compétences à chaque commune, à chaque collectivité locale. Et dans ces compétences qui ont été confiées aux collectivités locales, eh bien, l'aménagement et la gestion de l'assiette foncière, il fait partie des 9 domaines de compétences. Maintenant, quelles sont ces terres? Quand on prend le domaine national est organisé par une loi de 1964. Et le domaine national, il faut noter ça bien, c'est un domaine qui presque regroupe plus de 95% des terres au Sénégal. Ce qui veut dire que la majeure partie des terres font partie du domaine national. Plus de 95% des terres font partie du domaine national. Et on vous dit que maintenant le domaine national est subdivisé en 4 parties. Est-ce que tu vois? Et dans ces 4 parties-là, on a ce que l'on appelle les zones qui sont urbaines, on a ce que l'on appelle les zones qui sont classées, on a les zones pionnières et ce que l'on appelle les zones terroirs. Quand on parle de zone urbaine, zone mongandiranta, c'est réservé à l'expansion de la commune. Parce que commune, donc ça, c'est ce que l'on appelle la zone qui est urbaine. La zone terroir, c'est la zone qui est réservée à l'agriculture, à l'élevage, etc. La zone classée, c'est la zone qui préserve un peu l'environnement. C'est pourquoi tu entends forêt classée, parc, etc. Ça, c'est les zones qui sont classées. Est-ce que tu vois? Et enfin, on a les zones qui sont pionnières. Maintenant, quand on voit les problèmes fonciers, parce que c'est ce que les gens attendent de nous, c'est qu'on parle un peu des problèmes qui peuvent surgir sur le plan, en tout cas, du foncier. C'est que quand on parle du domaine national, le foncier, principalement les litiges portent sur le domaine national. Et principalement aussi sur les zones urbaines et les zones terreaux et les zones terroirs. Quand tu entends parler de délibération, car il y a des délibérations, délibération, on donne ça sur la zone urbaine, c'est-à-dire la zone qui est destinée à l'expansion de la commune. Oui, car il y a droit d'usage. Droit d'usage, c'est sur les zones qui sont terroirs. Maintenant, la délibération et le droit d'usage sont donnés par qui? Par le conseil municipal de la commune. Maintenant, quelle est la caractéristique de la délibération et du droit d'usage? C'est que ce sont des droits qui sont précaires. Ça veut dire qu'on est précaire dans le sens où ce n'est pas un droit qui est définitif. Tu ne peux pas prendre de délibération tu vois. Tu ne peux pas prendre un droit d'usage et le vendre. Ça n'existe pas. Maintenant, pourquoi les gens vendent des maisons? Parce qu'à chaque jour que Dieu fait, tu entends parler. Là, même si actuellement tu pars sur Facebook, tu vas voir une vente de terrain, quelques hectares, petit parda, etc. Ça, on le voit. La vente de terre. C'est extrêmement grave parce que c'est interdit. Non seulement c'est interdit, mais revenons d'abord sur ce qu'on appelle le permis d'occuper, c'est-à-dire par délibération. Quand on parle de délibération, c'est le conseil municipal qui te donne la possibilité de jouir d'une parcelle de terre avec des conditions. Parce qu'il y a obligation de mise en valeur du terrain. Quand tu ne mets pas en valeur le terrain qu'on te donne par délibération, pendant un certain délai, j'ai plus le délai en tête, la commune peut reprendre la terre. Si tu as une délibération et que tu mets une maison sur la parcelle de terre, quand tu décèdes, la terre rentre à la commune. Dans le domaine communal. C'est ce qu'on appelle la rétrosection. Voilà, c'est la rétrosection, effectivement. Donc, c'est les nouveaux héritiers qui ont la possibilité de demander à nouveau l'attribution de la parcelle. Mais la parcelle, elle ne fait pas partie de l'actif successoral. Madame, kala ko woni jawdi ni gandiranta ni ko ronere ni leydi ni tawagare din kama mayi ranta ko délibération gedira leydi ni jom mayi ran leydi ni ko rutoro comme to, n'est-ce pas? Donc à partir de là, ce qu'on va constater, c'est que comme je te l'ai dit, le permis et le droit d'usage sont des droits qui sont précaires et on a des décrets qui listent les conditions d'affectation mais aussi de désaffectation de ces terres. Tu vois? Maintenant, quand tu lis l'article 423 du Code pénal, l'article 423 du Code pénal dit que toute personne qui vend une terre du domaine national
comme une infraction pénale et la personne peut être sanctionnée pénalement. Ce qui veut dire que quand il y a une délibération, il y a lady, hein, a wawre soke de raɓɓindigol haala a wawre soke comme kasoji ɗi heftoro e heewi ami si on devait appliquer ces règlements joko hoko mawra yeyde par exemple hannde Ablaye Ba heeɓi délibération mairie mo hokkama parcelle gonɗo ɗo ɓaawo terrain CM mo darnini galle mairie a faami hannde Ablaye Ba wawra yeyde leydi ndi kono immeuble mo darninowo mo wawa ɗum yeyde. voilà je pense que les gens n'ont pas compris la différence entre la vente d'une maison et la vente d'une parcelle. Voilà, c'est un peu différent parce que la parcelle c'est la terre en fait. Ouais. Maintenant tout ce que tu réalises sur la terre, tu peux vendre ça. C'est ce que l'on appelle les peines de soins. Et on dit ça, cession de peine de soins. Immeuble awa mo yeyde punaye ma mo baɗɗa ɗo awa mo yeyde kala woynuma ndu gasɗa ndu awa ndu yeyde kono leydi ni kam ni a wawrani yeyde ndin a wawrani. Donc kala ɗo yimɓeɓe mbattana ɗum hakkille kala ɗo goɗɗo yeeya délibération laaroy ho joom o ɗo parcelle mo okka o hoy waɗi ɗon 1000 walla waɗi ɗon goɗɗum mais si tawi ko leydi ɓoldiyani joom o wawra yeyde. D'ailleurs, les terres du domaine national ne peuvent même pas être aliénées. Il n'y a que l'État qui peut immatriculer une terre du domaine national. L'État a un prérogatif. L'État, c'est seul l'État a la possibilité d'immatriculer une terre du domaine national. Tu vois. Donc du coup, ce qui se fait chez nous, c'est un peu déplorable, mais c'est des choses qui sont un peu en déphasage avec ce que la loi dispose par rapport en tout cas à l'organisation foncière qui est établie par la loi qui régit sur le domaine national, notamment la loi de 64. Mais après aussi, je peux comprendre une chose parce que la plupart des terrains qui sont vendus, il n'y a pas de délibération. Il n'y a pas, parce que normalement, pour qu'il y ait délibération, il faudrait que le conseil municipal se réunisse. Oui. Voter pour donner l'autorisation au maire de déclasser la parcelle ou de déclasser le terrain, donner l'autorisation au maire de vendre la parcelle. Bon, de l'attribuer parce qu'il ne vend pas, de l'attribuer, oui. Mais je ne pense pas qu'il y ait une fois un conseil municipal où on a voté, où on a adopté ou autorisé la cession d'une parcelle. Non, ça ne peut même pas être juridiquement, même la commune ne peut pas vendre. Même la commune ne peut pas vendre juridiquement. La commune, ce qu'elle peut faire, c'est donner un permis d'occuper ou un droit d'usage à un particulier. Maintenant, le particulier va mettre en valeur la parcelle qu'on lui a donnée. Et le particulier pourra vendre les peines et soins qu'il a réalisés sur cette dite parcelle. Mais il ne pourra pas vendre la terre. La seule terre qu'il est possible d'acheter, c'est celle où une personne détient un droit réel. Comment on détient un droit réel? C'est par le biais d'un bail ou un titre foncier. C'est différent. Quand on parle de bail quand la personne... Maintenant, ce qu'on déplore un peu, c'est que les gens sont un peu passifs, parce que quand aujourd'hui tu as une délibération, mais la loi édicte une procédure que tu peux suivre pour avoir un bail. Parce que la délibération, si tu as besoin d'argent, est-ce que tu peux amener la délibération à la banque pour avoir de l'argent? Tu ne peux pas. Parce que la délibération, ce n'est pas un droit réel. Alors que tu peux prendre cette délibération, avoir une délibération, mais document, entamer procédure, administration, le bail peut être un bail, ce qui est ordinaire, donc ce qui veut dire que l'État loi matérielle pour une durée allant de 0 à 18 ans, ou un bail qui est amphithéotique entre 18 et 50 ans. Donc, si a dit bayram, avant de terrain, on a banque financière tu vois, donc c'est un peu ça qui est dommage, c'est que les gens ne sont pas trop instruits par rapport en tout cas aux mécanismes qui existent et qui ont été mis en place pour pouvoir transformer un bail. Et c'est pourtant un peu simple parce que c'est pas trop compliqué d'entamer ces procédures. Aujourd'hui, quand tu as une délibération, il suffit d'adresser juste une demande aux centres fiscaux, au receveur du domaine avec la délibération. Tu prends la délibération, tu ajoutes ce que l'on appelle le plan de situation. Toi, tu es géographe, tu connais ce qu'on appelle plan de situation.
tu délimines en tout cas les coordonnées de la parcelle, tu ajoutes une photocopie de ta carte d'identité et ce que tu veux faire sur le terrain, si c'est une maison, si c'est un poulailler, etc. Tu vois, maintenant, quand tu adresses ça au directeur des centres fiscaux, ce directeur va mobiliser les services techniques, l'urbanisme, le cadastre, l'aménagement du territoire pour vérifier la situation du terrain et donner un avis favorable. Maintenant, quand il donne un avis favorable, il va y avoir un rapport qui va être adressé au directeur des domaines qui, en rapport avec le président de la commission de contrôle domanial, ce que l'on appelle le CCOD, le président de le contrôle des opérations domaniales, vont programmer le dossier pour un avis favorable à cette dite commission. Maintenant, ça, c'est une commission qui est nationale, qui va se réunir pour voir toutes les procédures qui ont été entamées dans le but de transformer une délibération en bail. Est-ce que tu vois? Donc, maximum, la procédure peut durer, mais imagine-toi, elle ne peut pas durer plus de 3 ans ou 4 ans. C'est une procédure qui va tôt ou tard te permettre d'avoir un droit réel qui peut te permettre d'aller à la banque et de pouvoir obtenir un financement. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Donc, ça c'est le domaine national. Donc, il faut noter que pour nous, principalement dans nos communes, c'est le domaine national avec la zone urbaine, la zone terroir, la zone plénière et la zone qui est classée. Maintenant, autre chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle aussi le domaine de l'État, autant pour moi, le domaine de l'État, parce que dans le domaine de l'État, on va retrouver ce que l'on appelle le domaine public de l'État et le domaine privé de l'État. Est-ce que tu vois? Ça va être une distinction entre le domaine public et le domaine privé. Dans le domaine public, c'est là où tu vas trouver certaines constructions telles que les hôpitaux ou telles que par exemple le littoral. Tu avais pas entendu parler par exemple de la question du littoral avec la vente du littoral, des personnes qui avaient édifié des immeubles sur la corniche, etc. Donc le littoral fait partie du domaine public. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi le domaine privé de l'État. Ça, pourquoi il y a cette distinction? Parce que, eh bien, les prérogatives que l'État détient sur son domaine privé et son domaine public sont complètement différents. Tu vois, l'État ne peut pas vendre son domaine public. Ça, c'est impossible. Il peut juste permettre à ce qu'il y ait des installations qui sont un peu légères. Alors que pour ce qui concerne son domaine privé, il peut le vendre. Mais la loi dit que pour que l'État puisse le vendre, il faut qu'il obtienne une autorisation de l'Assemblée nationale. Est-ce que tu vois? Donc, une terre du domaine national, par exemple aujourd'hui une terre qui se situe à Dabo, Daboville, etc. L'État a la possibilité d'immatriculer cette terre, est-ce que tu vois, et de la ranger dans ce que l'on appelle son domaine privé. L'État peut prendre une terre du domaine national et la ranger dans le domaine privé, dans son domaine privé. Et lorsque l'État le fait, l'État, en ce moment-là, peut donner un bail ou bien vendre naturellement le terrain. Est-ce que tu vois? Donc, c'était un peu ça, le cas de l'affaire de Ningeler aussi, c'était un peu lié à ça, hein, avec un investisseur qui était venu. Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est les babas, enfin, C'est une question, moi, je dirais que ça prendra beaucoup de temps. Je pense pas qu'on aura l'occasion d'en parler parce que la plupart des gens, ça a créé même des tensions dernièrement où il y a deux hommes, même des problèmes de ça va des trucs, il faudrait qu'ils nous éclaircissent ça un jour. Je ne serai pas là aujourd'hui, puisque le temps déjà est. Ça va être un peu difficile pour les pouvoirs publics de se pencher sur cette question foncière. Parce que tu sais, la question foncière est une question qui est complexe. Tu vois. Ce qu'a fait le législateur de 64, c'est que le législateur a pris 95% des terres pour dire que ces terres-là font partie du domaine national. Et dans le domaine national, personne n'est propriétaire. Personne n'est propriétaire. Par exemple, même quand on construit une route, récemment, il y a eu entre rond-point, entre Gorol et Fokour, etc. Des maisons qui ont été touchées, ça a obtenu une indemnisation, Goroyo au Kakale. Mais ça, c'est pas une indemnisation parce qu'on a pris leur terre, mais parce qu'il y a un mur, il y a un bâtiment, il y a un légal, etc. Donc on te donne de l'argent par rapport à ça. Une indemnisation comme ce que tu es en train de dire,
parlé tout à l'heure, par rapport à Yaya Matin, le travail que tu as effectué sur le terrain, c'est ça qu'on t'a expliqué. C'est Donc, ça. C'est juste ça. voilà, oui, nous, madame, maman, voilà, légalement, c'est pas un truc comme ça. Il faudrait que aussi les gens se comprennent cela parce que lady, en tant que tel, il faut railler de lady. C'est pas Railler de lady. Donc, maintenant, le travail que tu as fait, l'effort que tu sauf as si fait, la personne, sauf si la personne a un droit réel, un bail ou un titre foncier. Mais en droit, ça, elle ne peut pas. droit réel pour l'avoir, il y a des procédures à Il suivre. y a des procédures effectivement pour le faire. Parce que c'est des titres de propriété, quoi. Effectivement. C'est ça un peu le problème. Maintenant, le législateur de 1964 a dit que je prends tous les terres, la majeure partie, en tout cas 95%, je les range dans le domaine national et le domaine national, personne n'est propriétaire. Moi, État, je peux te prêter une parcelle de terre, tu peux cultiver. Moi, État, je peux te prêter une parcelle de terre, tu peux y faire ta maison et tes constructions, mais tu ne peux pas être propriétaire. Tu es en train de me dire que les 4 ou 5 hectares que j'ai acquis, comme on légué mes grands-parents, Ah, mon cher. j'en ai eu. Non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est à voir, même si nous, nos maisons à Dabo, nous, nos maisons n'ont même pas, par exemple, de délibération. Bah, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas. Mais déjà, actuellement, avec l'avancée qu'on a, avec Ouais. l'évolution qu'on a, on est en train de vendre des maisons sans passer passer par le conseil municipal. Mais Il ça, y a, par contre, c'est un peu grave. Comment on peut vendre des terrains sans avoir, mais parce que normalement, moi, moi, je connais la procédure que je connais, à moins oui, qu'il y ait une procédure spécifique pour la commune, dans notre commune, parce que oui, pour vendre un terrain, il faudrait quand même qu'il y ait une demande manuscrite de la personne qui veut acquérir la parcelle. mhm, Cette demande est adressée au maire. On est mhm, d'accord? mhm, Une fois que cette demande est adressée au maire, maintenant, si la mairie a une équipe d'urbanisme ou mhm, un service technique, mhm, au service technique de consulter le domaine, le service des domaines pour faire une estimation d'une valeur vénale. mhm, mhm. À partir de cette valeur vénale-là, qu'on définisse le prix. Maintenant, cette valeur vénale, le prix qui a été indiqué au niveau de la valeur vénale n'est pas forcément le prix qu'on doit imposer à l'acheteur. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est dans la fourchette parce que normalement, une valeur vénale est donnée avec une marge de 10%. Oui, C'est oui. dans cette fourchette-là qu'on va se fier pour essayer de trouver un terrain d'entente pour trouver le prix par mètre carré. Et c'est une fois que c'est fait qu'on, que l'équipe technique Mhm, rédige ce qu'on appelle un projet de délibération mhm, en expliquant l'objet de cette session, pourquoi mhm, la personne mhm, doit acheter le terrain, si c'est pour mhm. construire, si c'est à but agricole. Oui. C'est une fois que c'est fait, on convoque, on réunit, ça c'est Le le conseil municipal. conseil municipal. Euh, Conseil municipal de décider si oui ou non le terrain sera cédé. mhm. Là, j'en suis sûr, et je n'ai pas travaillé dans la commune, mais ça a jamais été fait. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas chez nous. C'est un peu ce qui est dommage. Ça se fait pas chez nous. Et pourtant, la procédure que tu dis, c'est une procédure qui est un peu à la française. Mais chez nous, on vend même pas. Il n'y a même pas de valeur vénale à estimer. Parce que quand on fait une estimation de valeur vénale, c'est quand on a l'intention d'avoir avec exactitude à peu près, en tout cas, le prix du marché d'une telle parcelle de terre, etc. Mais chez nous, la loi te dit clairement que les terres du domaine national, toi, tu ne peux pas les vendre, la commune. Je te confie leur gestion. Quand une personne de la commune de Davo a besoin d'une parcelle, elle peut faire une demande pour être attributaire d'un permis d'équiper ou bien d'un droit d'usage sur une parcelle du terre, selon la nature du terre, que ce soit une terre du domaine urbain ou des zones urbaines ou une terre des zones terroirs. Mais il n'y a même pas d'estimation. Chez nous, c'est tellement pas compliqué, mais le malheur, c'est que on exploite ça comme étant une source de revenus. On utilise les terres comme étant une source de revenus, alors qu'en principe, pour une collectivité locale, les sources de revenus ne doivent pas être des sources qui sont principalement tirées de la vente de terres. Et encore une fois que la vente de terre même est interdite par là. Je pense que tant qu'on n'a pas une sanction qui va être beaucoup plus sévère par rapport à ce phénomène de vente de terre,
Ça va toujours continuer de faire rage et ça va compromettre même les générations futures. Parce que le législateur de 64 disait que naturellement, chaque société est appelée à évoluer. Chaque village, Dabo, il y a 5 ans derrière, c'est pas Dabo aujourd'hui. Il y a une population qui a besoin de terre. Nous, nous avons besoin de terre pour construire. Nos enfants auront aussi besoin de terre. Eux aussi, leurs enfants, pareil. Mais Donc, aussi, du coup, le législateur dit personne n'est propriétaire. Personne, on peut le prêter. mais il y a aussi une chose que je tiens à éclaircir. Vous voyez, les terres là, ça n'appartient à personne. Donc, toute personne qui a les moyens ou qui est légiféré de pouvoir acquérir un terrain, qu'il soit né à Dabo ou qu'il soit né à Gunginé ou qu'il soit né à Tchalaba ou qu'il soit né à, je sais pas, à Wakanda, il a le droit de faire une demande pour acquérir un terrain. Donc, parce que c'est sûrement aussi pour des questions politiques. Ça va. Tu sais, je pense qu'on va avoir l'occasion de pouvoir en parler sur les gestions foncières. Mais un jour, je ne sais pas, si peut-être bien, ça sera en 2025. Sûrement, ça sera pas en 2024. Avec, peut-être bien, on aura l'occasion d'avoir Bokar à notre côté qui nous parlera aussi de sa connaissance sur le sujet et d'autres personnes. Je pense aussi à Bouna et autres. Mais bon, bro, juste pour avant de terminer, moi j'aimerais juste que tu nous parles un peu des droits élémentaires des citoyens. Par exemple, parce que moi, on le voit, on le sait. Est-ce qu'un policier ou un homme de tenue a le droit de gifler une personne, quelle que soit l'infraction qu'elle a faite, wala est-ce que un homme de tenue a le droit d'utiliser la violence sur une lambda? Mhm. D'accord. C'est-à-dire, s'il te plaît, tu peux, s'il te plaît, l'expliquer en poulard. Kao. Mhm. Mhm. Il y a- Mhm. Mhm. D'accord, d'accord. Mhm. Mhm. Ouais.
Et pour cela que, parce que oui, oui, de l'opinion publique. Ben, c'est ça, parce que mine, c'est que, bah, personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais c'est quelque chose que je vois et que j'entends de temps en temps. Il y a un chef de gendarmerie au commandant, au MEPAD et tout. Et c'est des choses, il y en est rentré, moi, ça me fait mal, sachant que les Allah, ils n'ont pas cette, les Allah ont droit, mais, ou bien d'utiliser la violence sur un citoyen lambda, quelle que soit l'infraction que la personne a faite. Mais on banalise ça, les gens ne connaissent pas ça. Handé, tu as le droit que si gendarme, ou le policier, ou quelle que soit la personne, quel que soit son statut, tu as le droit d'aller porter plainte. Parce que ça, c'est ouais. Ouais. Justice. Ouais. Parce que moi, c'est quelque chose que franchement, que je déplore. C'est quelque chose qui me fait de voir des gens qui sont en retard. Je sais pas, ils veulent faire la loi par, je sais pas, avec leur manière, quoi. C'est quelque chose. Voilà. Bah, bah oui. Parce que même, je sais pas, si les gens, les gens, même si tu avais tué une personne, un homme de tenue, il n'a pas le droit de lever la main sur toi. Voilà, droit, voilà, droit, la pogomme. La seule chose qu'il peut faire, c'est de t'arrêter. D'utiliser la violence sur toi. En cas de légitime défense ou en cas de force majeure, bon, utiliser la violence. Mais du moment où il n'y a pas de force majeure contre lui ou bien que sa sécurité n'est pas atteinte, il n'a pas de droit. Ouais. En tout cas, moi, je lance un appel. En tout cas, moi, j'appelle à toute la jeunesse de Dabo, parce que moi, je suis à tous les jeunes de Dabo. On ne demande pas de résister, on ne demande pas de provoquer. Quelle que soit l'infraction que vous faites, kala ko waɗi grave, si homme de tenue, limini jungo mako, meɗɗimo, essayez d'aller voir, d'aller chez le médecin, voilà, aller porter plainte. Voilà, il rigole parce qu'on dit qu'un homme de tenue, non, si vous portez plainte, Yara. Non, 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 non. Quand les preuves sont tangibles, la personne, normalement, elle doit être sanctionnée. Quand c'est quelque chose qui doit, parce que moi, ça me fait mal. Il y a des gens, il y a même des ASP qui se permettent, il y a dans les loups là, de gifler des pères de famille. C'est des trucs qui ont des et que les gens n'ont pas de pourtant au ASP ou aux soldats, aux guerriers, alors que c'est même pas légitime.
C'est bro, bro. On a dit en 2020, non, 2020, 2021, Macron, il y a un civil qui l'a giflé. Est-ce que les gendarmes l'ont tabassé? Ils ne l'ont pas tabassé. Ils n'ont pas le droit. Que m'ont arrêté. C'est la même chose. C'est c'est vrai. C'est vrai. Bonsoir. Il y a Bokar qui écrit: Bonsoir mes frères, je suis fier de mes jeunes cadres. Bah, merci beaucoup en tout cas, ça fait plaisir. Ouais. En tout cas, le futur maire de Dabo, il a quand même un challenge à relever. Je ne sais pas si c'est acquis, mais il a un challenge à relever parce que Dabo a du potentiel, comme tu l'as dit, potentiel humain. Et quand on réunit cette force-là, je pense que on pourra facilement faire avancer la commune et émerger comme- Ah, absolument. Ouais. En tout cas, c'était juste une parenthèse, hein. On n'est pas, personnellement, je suis pas politicien. Mohamed aussi, il n'est pas, il est dans aucun parti politique, parce que ça, ben voilà, donc c'était une parenthèse qu'on, voilà. Et encore, j'espère bien que les prochains candidats vont nous présenter quand même le minimum un programme. J'espère bien. Ou bien cette personne peut faire développer d'abord. En tout cas, personnellement, moi, personnellement, je demande aux candidats de nous préparer des programmes solides. Ah, les gens sachent, voilà, une fois que la personne là, comment elle va faire avancer ou comment elle va faire bouger. Ouais, les Mokhtar Kandé et autres, les grands Milado, et les Yero, les Bouna, les Momadjan, il y en a beaucoup, les Dikori, les Amadou et autres. Donc il y a d'abord du potentiel, comme tu l'as dit, mais j'espère qu'on va exploiter ce potentiel-là comme il le faut. En tout cas, bro, ce fut un plaisir de te recevoir. Tu vois, comme je suis à l'aise, je sais même pas.
Gon aɓeɗa haymi yahani mi waɗi installé wu je suis juste sur mon lit. C'est là que parce que c'est j'ai raté toi tu es au cabinet là donc je vais te lâcher. Mmh. Bah, voilà. En tout cas, merci beaucoup et on se recapte bientôt pour un nouveau numéro, pour un nouveau podcast avec une nouvelle personne, un nouveau invité. Oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr, c'est possible. Bien sûr. Non, non. Surtout, il y a des périodes aussi. Euh, bah, en tout cas, moi, comme je l'ai dit, hein, le podcast, il est ouvert bah, à tout le monde. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de parti prise. Tout un chacun est invité. Ce que je peux faire, c'est démarcher la personne si elle accepte. Tant mieux, si elle n'accepte pas aussi. Tant pis pour moi. Vas-y, politique. Ah, ça, c'est quelque chose qu'on m'a récemment signalé. J'ai dit que je compte inviter des femmes. Bah, j'ai démarché certaines femmes, mais tu vois, peut-être c'est avec le temps. Donc, elles n'ont pas sûrement le temps. Mais quand même, il y aura des femmes. Et Inch'Allah, bientôt, j'espère que le prochain podcast, ça sera une femme, si Dieu le veut. Ah, on a goûté. Ah, on a goûté. Ouais, il n'y a pas de souci, Inch'Allah, je vais vous aider. Ouais, il y a aussi M. Makam, que j'aimerais beaucoup. Ah, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui m'a enseigné, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a suivi de près à l'école Bamoulay et qui m'a suivi de près. Mm. Ok, bah, en tout cas, merci et à bientôt.